Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Laguerre. Didier Laguerre est maire de la ville de Fort-de-France. Il est conseiller territorial à la collectivité territoriale de Martinique. Il est vice-président de la CACEM. Monsieur Laguerre, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Monsieur Larocher. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de KMT qui nous regardent sur beaucoup de supports et à travers le monde. Et moi, ça va très bien. Avant de répondre à vos questions, je veux souhaiter aux téléspectatrices et téléspectateurs de KMT, mais aussi aux Martiniquaises et aux Martiniquais, une bonne année 2026, que 2026 déjà nous permette de conserver la santé ou de l'améliorer pour ceux qui ont des soucis de santé, que 2026 permette à chacune et à chacun de réaliser ses projets personnels, permette à chacune et à chacun de trouver les voies et moyens de s'épanouir dans la société. Une société, c'est vrai, compliquée, difficile, mais trouver les voies et moyens de s'épanouir et puis d'accéder tout simplement au bonheur auquel nous avons toutes et tous droit et auquel nous aspirons naturellement, en ne perdant pas de vue que le bonheur peut aussi se trouver dans les petites choses simples du quotidien et dans les petits plaisirs simples du quotidien à partager en famille. KMT vous souhaite également une bonne année, monsieur le maire de la capitale de la Martinique ou du chef-lieu de la Martinique? Le maire de la capitale de la Martinique. Chaque fois que je viens, vous me posez la question. Le maire de la capitale de la Martinique. Si nous nous reconnaissons comme une nation, si nous nous reconnaissons comme un peuple, le peuple martiniquais, si nous nous reconnaissons comme un pays, la Martinique, nous avons une capitale, Fort-de-France. D'accord. Cette nation, ce peuple, ce pays peuvent parfaitement appartenir à un ensemble plus large, qui est l'ensemble français et l'État français, qui lui-même appartient et se situe dans l'Union européenne. Donc on peut être une nation à l'intérieur de l'État français? Absolument. C'est notre conviction au Parti progressiste martiniquais, c'est notre conception de la nation. Vous avez des nations qui sont une communauté de femmes et d'hommes avec une communauté d'histoire, une communauté de destin, de langue, de culture, partageant un territoire, le territoire martiniquais. Et ces nations peuvent avoir un État ou pas. D'accord. Mais ça n'existe pas encore. Le cas martiniquais, c'est que nous sommes une nation qui n'a pas d'État. D'accord. Enfin, ce que vous décrivez là n'existe pas encore en France. Il n'y a pas de nation à l'intérieur de l'État français. Nous serions les premiers. Non, ce que je dis là, l'État français ne le comprend pas et ne le perçoit pas forcément dans sa plénitude. L'existence de la nation n'est pas une décision d'un pouvoir politique. L'existence de la nation vient d'une réalité, d'une communauté humaine, peuple martiniquais, avec une culture, une langue, une histoire, un destin commun. D'accord. Mais les Français ne reconnaissent cela à aucune de leurs régions pour l'instant. C'est un combat qu'il faut continuer de mener, tout simplement. Mais ce serait bien que le Pays Basque mène ce combat, que la Bretagne mène ce combat, que l'Auvergne mène ce combat, que le Limousin mène ce combat. Oui. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Vous avez l'ensemble des régions françaises qui constituent justement des communautés de vie qui réclament davantage de liberté, davantage d'autonomie par rapport à l'État central français. C'est un mouvement qui est enclenché depuis quelques années déjà, qui au départ était confiné à la question corse, à la question basque, à la question bretonne, et aujourd'hui dans les instances dans lesquelles je participe, que ce soit au comité des finances locales, que ce soit à l'association des maires de France, ou au comité directeur de l'association des maires de France, ou que ce soit à France urbaine, on entend ce discours de la nécessité de la reconnaissance par l'État français d'une réalité sociologique différente de l'approche de l'État et du gouvernement, des gouvernements de gauche ou de droite d'ailleurs, de la réalité des nations et des communautés humaines françaises. Est-ce que ce n'est pas plutôt
une plus grande décentralisation que demandent toutes ces régions de France, plutôt que d'être reconnues en tant que nation. Non, vous parlez de décentralisation. La décentralisation, c'est de demander à chaque région de faire ce qui a été décidé par un pouvoir central. Ce que réclament les régions en France, d'une façon générale, c'est davantage de liberté de décision. Et donc, ce n'est pas tout à fait de la décentralisation. C'est davantage de liberté de décision, de pouvoir de décision. Je me rappelle avoir entendu que l'État nous laisse faire ce qu'on sait faire et ce qu'on fait, et qu'il s'occupe de faire ce que lui n'arrive pas à faire. D'accord. Est-ce que vous trouvez pertinent, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, une France éclatée? Parce que c'est ce que vous dites qui est souhaité par les régions de France. Une France éclatée, ça dépend de ce que vous appelez... la France, elle est éclatée, mais géographiquement, la France n'est pas uniquement le territoire hexagonal. La France est une diversité de cultures, d'histoires, une diversité de peuples, une diversité de situations géographiques. Ce qui est important, c'est une direction commune. Ce qui est important, c'est l'appartenance à un ensemble commun et une vision commune sur un certain nombre de grands enjeux. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'occuper soi-même de ses propres affaires. Et en quoi le fait que la Bretagne, que l'Occitanie gère elle-même un certain nombre de problématiques, met en danger la France en tant qu'État et en tant que pays. Vous avez beaucoup dormi ce week-end? J'ai dormi correctement, oui. Plus que d'habitude ou... Non, pas plus que d'habitude, pas moins que d'habitude, normalement. Pourquoi? Non, je veux dire que la grève que vous venez de subir, elle ne vous a pas épuisé. La grève? Oui, il n'y avait pas une grève à Fort-de-France? Non, il y avait une négociation, il y avait un préavis de grève qui date de la mi-décembre. Et il y a eu des rencontres de discussion et de négociations en début de semaine dernière. Ça ne vous a pas fatigué? Non, pourquoi ça devrait me fatiguer? Non, je vous demande. Vous me voyez pas en pleine forme? Oui, non, mais... Alors, quels sont les problèmes qui se posent à la ville de Fort-de-France et que vous avez dû résoudre ces derniers jours? Quel était l'objet de ce préavis de grève et de revendication? On a traité un certain nombre plusieurs sujets liés aux problématiques liées à la police municipale, à des problématiques liées également à des transformations des problématiques de congés maladie, de maladies ordinaires, de congés de maladies professionnelles, d'accidents de travail. Ce sont des problématiques techniques et administratives. On a aussi abordé la question de la transformation d'un certain nombre de contrats en temps partiel à temps complet en fonction des besoins d'activité. On a abordé aussi des problématiques liées à la... Comment je vais dire ça? À la titularisation ou à la CDIsation, donc transformation de contrats en contrat de fonctionnaire ou de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. C'est un plan qui a été initié depuis décembre 2024 en mairie de Fort-de-France, conformément aux engagements que j'avais pris avec les partenaires sociaux lorsque nous avons enclenché le plan de redressement financier, et les partenaires sociaux souhaitaient avoir des retours d'informations sur le déroulé de ce plan et sur l'état des lieux. Donc on a traité de beaucoup de problématiques liées au fonctionnement quotidien, tout simplement. Quand vous payez des gens, ça fait partie, enfin, du personnel, ça fait partie de vos dépenses de fonctionnement. Absolument. Vous avez à payer combien de personnes à Fort-de-France? On a un effectif qui est autour des 2100 agents, un peu moins, de 2100 agents pour ce que nous, on appelle le groupe ville, c'est-à-dire la ville de Fort-de-France en tant que telle, la caisse des écoles et le CCAS. Donc l'effectif entre la ville de Fort-de-France, la caisse des écoles et le CCAS, le CERMAC étant inclus dans la ville, l'effectif est autour d'un peu moins de 2100 agents, ce qui représente une masse salariale qui a été arrêtée pour l'année 2026 à un peu plus de 95 millions d'euros. Et votre budget à la ville de Fort-de-France, c'est combien? Le budget de la ville de Fort-de-France est de 177 millions d'euros
en fonctionnement et une quarantaine de millions d'euros en investissement. Budget total un peu plus de 220 millions d'euros. D'accord. Ce qui nous ramène par exemple, parce que tout le personnel n'est pas payé sur le budget ville, ce qui nous ramène à un ratio de notre masse salariale ramenée aux recettes réelles de fonctionnement de 55%. Lorsqu'à une certaine époque, le ratio était de plus de 77%. Ce qui veut dire en clair que la ville retrouve des marges de manœuvre d'utilisation de ces recettes de fonctionnement. D'accord. Qu'est-ce que vous dites que le personnel municipal n'est pas entièrement payé par la ville. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous avez des agents qui... c'est pour ça qu'on parle du groupe Ville de Fort-de-France. Vous avez la Ville de Fort-de-France, la structure Ville de Fort-de-France, avec du personnel qui est payé par la Ville de Fort-de-France. Vous avez du personnel qui travaille au CCAS, qui fait partie du groupe Ville de Fort-de-France, dont le budget est alimenté par la Ville de Fort-de-France. Et vous avez du personnel qui a donc un contrat avec le Centre communal d'action sociale, qui a un conseil d'administration, un président. Et même chose pour la caisse des écoles. Vous avez du personnel qui intervient dans les écoles qui est payé sur le budget ville et du personnel qui intervient dans les écoles qui est payé par la caisse des écoles avec son budget, son conseil d'administration et en l'occurrence sa présidente. Donc, tout ce personnel-là constitue le personnel du groupe Ville de Fort-de-France, mais tout le personnel n'émarge pas au budget de la ville. On aurait pu avoir fait un choix différent, d'exercer les missions du CCAS en interne, donc sans structure spécifique, comme pour la Caisse des écoles. Vous avez des communes, vous avez des villes qui ont fait le choix d'avoir tout intégré au sein de l'administration municipale. Le choix qui a été fait à Fort-de-France dès le départ, ça a été de dissocier le CCAS, la Caisse des écoles et la ville de Fort-de-France. Et qu'est-ce qui finance le CCAS et la Caisse des écoles? Alors, finance le CCAS et la Caisse des écoles, la Ville de Fort-de-France, mais aussi des partenaires financiers, l'État qui met en œuvre un certain nombre de politiques. Par exemple, pour la Caisse des écoles, la CAF participe au budget de la Caisse des écoles. Okay, mais la Ville y participe aussi? Absolument, oui. À quel taux, à quel niveau? La Ville participe au budget de la Caisse des écoles au niveau autour d'un peu plus de 8 millions d'euros. Pour cette année, ça fait 60% de son budget à peu près. 60%. Pour le CCAS, on est à 7 millions, un peu plus de 7 millions d'euros. C'est 80% du budget du CCAS. D'accord. Donc vous m'avez dit que vous avez 55% en fonctionnement. Donc il reste 45% pour l'investissement. Non. Il reste 45% des recettes de fonctionnement pour financer le fonctionnement de la collectivité. Ensuite, quand vous avez payé toutes vos dépenses de fonctionnement, ce qu'il vous reste, je vais essayer d'être pédagogique, c'est comme vous ou moi, vous recevez une somme, vous payez ce que vous avez à payer, et ce qu'il vous reste, vous en faites ce que vous voulez. Donc ce qu'il reste, une fois qu'on a payé l'ensemble de nos dépenses de fonctionnement, vient financer la section d'investissement. On transfère vers la section d'investissement. Cette année, c'est 23 millions d'euros qui sont transférés à la section de fonctionnement d'investissement et qui viennent financer les 40 millions d'investissements que nous avons décidé de porter. Le reste étant financé par 5 millions d'emprunts et par des cofinancements que nous mobilisons au niveau des fonds européens, au niveau de l'État ou au niveau de la collectivité territoriale de Martinique. Donc 40 millions d'investissements. D'accord. Sur un budget de combien? De 220 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? 40 millions d'investissements, 220 millions de budget. Je pense que c'est un ratio qui est satisfaisant quand on analyse l'évolution des choses et le parcours financier de la ville de Fort-de-France. On aurait souhaité pouvoir faire plus, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 5 ans, la ville ne pouvait financer rien du tout en investissement. C'est-à-dire que la part de la ville en investissement, c'était 0 parce que nous avions des dépenses de fonctionnement supérieures à nos recettes de fonctionnement. Est-ce que la mission première d'une ville, d'une municipalité, n'est pas d'investir? Non. La mission première d'une
d'une municipalité n'est pas d'investir au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire d'investir et de construire. Les missions premières de la municipalité sont dans le domaine du fonctionnement, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire tous les services de l'état civil, c'est-à-dire tous les services d'accompagnement social. Tout ça, ce sont des missions qui relèvent du fonctionnement. Mais quand vous faites ça, vous investissez. Pas dans des murs, pas dans des pierres, pas dans des bâtiments, pas dans des routes, mais vous investissez dans l'humain. Lorsque vous intervenez dans le domaine du nettoiement, de l'amélioration du cadre de vie, vous investissez dans votre section de fonctionnement. Donc, si vous considérez que la mission première d'une collectivité, c'est d'investir et de construire des bâtiments, pas forcément. Et ça dépend des besoins de la population au moment où vous parlez. Il y a 60, 70 ans, tout était à construire à Fort-de-France. Il fallait construire des écoles, il fallait construire des bâtiments, il fallait construire des routes, il fallait aménager le territoire. Et donc, vos besoins d'investissement étaient beaucoup plus importants. Aujourd'hui, vous avez besoin d'entretenir. Quand vous entretenez, c'est en fonctionnement et pas en investissement. Quand vous entretenez vos routes, quand vous refaites vos routes, ce qu'on est en train de faire actuellement, ben c'est en fonctionnement et pas en investissement. Par contre, quand vous achetez la machine qui vous permet de couler de faire des tapis d'enrobés, de refaire complètement la route, là, c'est de l'investissement. Donc, c'est un équilibre. On a, dans notre langage parlé, on a une vision de l'investissement, c'est la construction, mais vous investissez quand vous achetez du matériel pour pouvoir agir. Et pour pouvoir le faire, il faut retrouver, il faut avoir des capacités financières. Et donc, il faut dégager de l'excédent de fonctionnement pour pouvoir financer votre investissement. Ce qu'on a fait en procédant au redressement des comptes de la ville. En 2020, la ville avait plus de 60 millions d'euros de déficit. Et donc, il a fallu mettre en place un plan de redressement, ce que nous avons fait, qui était différent de celui proposé par la Chambre régionale des comptes, mais qui avait la même échéance, exercice 2025. Nous avons mis en place notre plan de redressement, nous avons fait les efforts qu'il fallait, nous avons fait les sacrifices, parce que ce sont des sacrifices que vous faites, lorsque vous ne pouvez pas faire mieux que boucher des trous dans la route en sachant pertinemment que ça va durer 6 mois. Et en plus, vous le faites, le personnel municipal, je ne sais pas si on réalise bien, le personnel municipal a fait des sacrifices. Ceux qui travaillaient dans l'enrobé, qui y travaillent toujours d'ailleurs, le faisaient à la pelle, à la bouette, dans des conditions de travail difficiles, parce que la ville n'avait pas les moyens donc on a fait ces efforts-là. Le personnel a lui-même porté une partie de ces efforts et de ces sacrifices. C'était douloureux pour tout le monde. On a priorisé nos interventions sur l'essentiel pour nous permettre de redresser les choses. Donc sur l'éclairage public, sur la sécurité, sur le maintien du service public dans les écoles, dans la culture, etc., sans augmenter les tarifs. Parce que ça aurait été facile d'augmenter les impôts, d'augmenter les tarifs et de dire, c'est ce qu'on nous avait proposé d'ailleurs. Vous augmentez les tarifs, vous augmentez les impôts, vous virez du personnel et vous allez retrouver en 5 ans l'équilibre. On a fait d'autres choix, mais on y est parvenu. On y est parvenu à l'exercice 2024, puisqu'on a dégagé de l'excédent à l'exercice 2024, 4,2 millions, et notre budget 2025 a été voté à l'équilibre. À partir du moment où on a retrouvé de la marge de manœuvre, on a pu recommencer à agir, à investir, acheter une machine pour améliorer les conditions de travail, mais pour pouvoir refaire des tapis d'enrobés. Donc on a commencé à recommencer à investir pour réparer nos équipements de proximité. Donc que ce soit des terrains de foot, les terrains de sport, que ce soit les centres culturels, que ce soit les maisons pour tous, recommencer à intervenir et à améliorer. On a recommencé également à agir un peu plus fortement dans nos écoles. Il nous reste encore du travail à faire dans ce domaine-là, mais une partie de ces dépenses relève de la section d'investissement, une partie de ces dépenses relève de la section de fonctionnement. Mais au final, quand vous faites ça, vous investissez. En 2020, vous étiez maire de la ville de Fort-de-France. Oui. Vous étiez maire de la ville de Fort-de-France depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Et vous êtes débrouillé pour avoir 60 millions de déficit. J'ai trouvé 60 millions, j'ai trouvé une situation telle qu'elle était, et je l'ai dit à plusieurs reprises, j'assume.
j'assume l'histoire de la ville, j'assume l'évolution de la ville, j'assume le fait que la ville ait apporté des réponses, ce qu'il a aussi conduit à des difficultés financières. J'assume le fait que quand je suis arrivé en mairie en 2014, la ville comptait 2983 agents. Avec une masse salariale qui était autour de 120 millions d'euros pour un budget de l'ordre de 160 millions d'euros. Et donc, oui, on avait pas loin de 60 millions d'euros de dettes sociales qui se sont accumulées au fil des années, certaines dettes remontant au XXe siècle. Donc, voilà, ça c'est la situation telle qu'elle se présente, qu'on a identifiée depuis 2016, de l'ampleur de la difficulté, parce que chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas. Et donc vous allez fouiller, vous allez chercher, vous allez comprendre que finalement, non, malgré un budget voté à l'équilibre, vous n'avez pas ces recettes-là. Donc vous n'avez pas cette capacité d'action. Et donc moi j'ai commandé des études. Et je dis on parce que j'ai travaillé avec le ministre de l'Outre-mer de l'époque, le ministre des Finances de l'époque, le ministre des Comptes publics de l'époque, pour faire comprendre que la ville est dans une situation difficile, certes, qu'il y a des possibilités de redresser cette situation, que l'État n'est pas étranger à cette situation. Lorsque l'État vous enlève chaque année 2 à 3 millions de vos recettes de fonctionnement, eh bien, au bout de 10 ans, ça fait 30 millions d'euros qui manquent. Et lorsque dans le même temps, pour les villes, dans les mêmes situations que vous, sur le territoire français, vous saviez, la France unie et indivisible dont vous parliez tout à l'heure, sur ce même territoire français, l'État, lui, n'a pas supprimé ces recettes-là. Ça fait un décalage pour les communes d'outre-mer de plus de 600 millions d'euros en 10 ans. Donc l'État a sa part de responsabilité. La Chambre régionale des comptes a démontré la Cour des comptes a démontré en 2017 que l'État a sa part de responsabilité dans les difficultés financières que rencontrent 84% des communes outre-mer. Donc à partir de là, j'ai travaillé avec mes interlocuteurs pour construire ce plan de redressement, pour financer les études sur le personnel, sur la masse salariale et sur les stratégies qu'on peut déployer pour maîtriser cette masse salariale, réduire cette masse salariale. Et on a donc mis en place ce plan de redressement à partir du mandat de 2020. Et en 2024, on est retourné à l'équilibre. Quelles sont vos sources de recettes ? Nos sources de recettes sont les dotations de l'État. Dotation globale de... Dotation globale de fonctionnement, dotation d'aménagement des communes outre-mer, DACOM. Combien d'argent l'État vous verse à peu près ? Une trentaine de millions d'euros. Vous voyez, ça fait ça fait un écart sur les 177. Il manque ça. Ce sont les impôts locaux, taxes foncières, taxes sur les logements vacants. Et puis c'est l'octroi de mer, qui représente une quarantaine de millions d'euros sur les recettes de fonctionnement. Et vous vous rendez compte, quand on prend la structure de notre budget, que l'essentiel du financement de la collectivité vient du territoire. C'est ça. Oui, c'est bien ça. L'octroi de mer, c'est nous qui payons, finalement. L'octroi de mer, c'est nous qui payons. Les impôts locaux, c'est nous qui les payons. Oui. Nos recettes de fonctionnement liées à l'imposition directe ou indirecte, c'est un peu plus de 100 millions d'euros. D'accord. Ah ouais. Et quand vous parlez avec vos collègues maires, vous parlez de la taxe foncière. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Fort-de-France, la taxe foncière est plus importante que dans les autres communes de Martinique ? C'est pas une question d'impression, ce sont des chiffres. Si Fort-de-France a été la commune de Martinique où l'impôt local était le plus élevé, ça c'est dans l'ancien temps. Aujourd'hui, sur les 34 communes, Fort-de-France est la 14e ville la plus chère de la Martinique. Autrement dit, il y en a 14 qui sont plus élevés qu'à Fort-de-France. D'accord. Est-ce que les foyers... Donc non, on n'est plus depuis quelques années déjà la ville la plus chère en termes de taxes foncières. Parce que nous n'avons pas augmenté notre taux de taxes foncières depuis 1998. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas de toutes les communes. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de vous promener à Fort-de-France, dans le centre-ville ? Bien sûr. C'est vrai ?
Je ne sais pas. Et si vous ne savez pas, pourquoi vous doutez? C'est ça qui est assez... si vous ne savez pas, pourquoi vous doutez quand je vous dis, mais bien sûr. Il m'arrive d'aller acheter à manger au centre-ville le midi, oui. Il m'arrive de me promener dans le centre-ville. Il m'arrive d'aller faire mes achats dans le centre-ville. Je vis, hein, je ne suis pas que maire. Hein. D'accord. Je vis aussi. Donc oui, il m'arrive de me déplacer dans le centre-ville. Il m'arrive d'aller visiter les acteurs économiques du centre-ville, d'aller rencontrer les habitants du centre-ville. Mais il m'arrive aussi de me déplacer tout simplement dans le centre-ville. Lorsque je vais signer un acte de vente chez un notaire dans le centre-ville, j'y vais à pied. Contrairement à ce que vous pensez, j'y vais à pied. D'accord. Et tout seul. Oui, vous êtes piégé vous-même. Ah oui. Je vous demandais si vous vous promeniez. Oui. Il dit oui, j'y vais, mais c'est pour acheter à manger, c'est pour voir des gens, etc. Est-ce que vous promenez simplement? Est-ce que vous parcourez votre ville? Mais oui, je parcours ma ville. En promenade, quoi. Mais oui. D'accord. C'est-à-dire, si on n'y a rien pour faire tout simplement, est-ce qu'on va driver en ville? Oui. Ben oui. Bon, ça vous arrive? Ben oui. D'accord. Non, et quel est votre sentiment quand mon sentiment, contrairement... Dans le centre-ville, on parle. Oui, dans le centre-ville. Mon sentiment, c'est que vous avez encore du travail à faire dans le centre-ville. Il y a encore du travail à faire. On a des boutiques qui sont fermées, on a des magasins qui sont en difficulté. Et puis, je découvre régulièrement de nouvelles activités, de nouveaux commerces. Mon sentiment, c'est que le centre-ville et l'activité du centre-ville est en train de muter en fonction des heures auxquelles vous vous promenez dans le centre-ville. Vous voyez des flux de personnes et des activités différentes. Mon sentiment, c'est qu'on a aussi beaucoup de maisons qui sont laissées, qui sont livrées elles-mêmes par leurs propriétaires dans le centre-ville. Et à côté de ça, je vois beaucoup de locaux qui sont en cours de réhabilitation. Et parfois, d'ailleurs, parce que je me promène, mais j'ai toujours un regard. Hein? Je ne me promène pas comme M. Larocher qui se promène et qui drive sans se dire, mais lui, il a mis ça là, mais est-ce que c'est bien réglementaire ce qu'il est en train de faire là? Non. Je me promène en disant, lui, il est en train de faire ça là. Celui-là, on est en train de réhabiliter cet immeuble-là, mais son échafaudage ou son système de travaux là, il est... vous êtes sûr qu'à telle adresse, c'est bien conforme ce qu'ils sont en train de faire? Donc oui, et mon sentiment, c'est que on a une ville qui est en mutation, clairement, et qu'avec les problèmes que ça comporte, et avec, pour certains, le sentiment que on a un déclin, et pour d'autres, pas plus tard que ce matin, je rencontrais une jeune dame qui me demandait, qui m'informait être à la recherche de locaux pour pouvoir lancer son activité à elle et sa fille. Et que donc elle recherchait des locaux dans le centre-ville. Monsieur le maire, vous pensez que votre ville est en mutation ou en déclin? Vous avez employé ces deux mots. Non, vous pensez qu'elle est en déclin. Moi, je dis qu'elle est en mutation. Je ne pense rien, je vous pose la question. Vous pensez, comment vous ne pensez pas? Mais non, je vous demande. Vous pensez, monsieur Larocher, quand vous baladez dans votre ville. Quand je me balade, mais je viens de vous dire... Est-ce que votre ville est en mutation ou en déclin? Alors, je viens de vous dire, quand je me balade dans ma ville, je vois que ma ville est en mutation. Je vois que certaines activités sont en déclin. C'est normal. Vous et moi ne consommons pas comme on a consommé il y a 40 ans. Et je vois, à côté de ça, mais comme que certaines activités, certains espaces, certains commerces, certaines activités culturelles se déploient dans le centre-ville, ce qui n'existait pas il y a 40 ans. Et donc oui, je vois que la ville est en mutation et non pas en déclin. Par exemple, quand je regarde les travaux qui ont été entamés sur le boulevard Adhémar Moudok et les travaux qui ont été entamés dans le cadre de la rénovation urbaine autour de la Fontaine-Guédon, où on a racheté et démoli un certain nombre de maisons pour pouvoir créer des espaces permettant de créer du logement en accession à la propriété, en location, en maison individuelle. Quand je vois que ces travaux ont démarré, je vois une ville qui est en mutation et non pas une ville qui est en déclin. Quand je vois ce qui se passe sur le Malécon, autour de la Savane, je ne vois pas une ville en déclin, je vois une ville en mutation dans sa façon même de vivre.
dans sa façon même de vivre et dans notre façon de vivre le centre-ville. Et aujourd'hui, nous n'attendons pas les mêmes fonctions d'un centre-ville qu'il y a 40 ans. Pour une raison bien simple. Hein. Il y a 40 ans, vous ne pouviez vous habiller que dans les centres-villes. Vous ne pouviez couvrir vos besoins qu'en allant dans les centres-villes. Aujourd'hui, vos besoins primaires sont couverts dans des centres commerciaux qui ont été construits autour des centres-villes. Vous prenez Fort-de-France, à chaque sortie de Fort-de-France, vous avez un centre commercial. Chaque sortie de Fort-de-France, vous avez un centre commercial. Et donc, fatalement, vos habitudes de consommation évoluent. Et donc, la ville doit s'adapter, la ville va muter, elle est en train de muter sur d'autres types d'activités en centre-ville. Des activités davantage liées au loisir, davantage liées à la culture, davantage liées à la restauration et beaucoup moins liées à l'habillement. Comme c'était le cas il y a 60 ans, 50-60 ans. Mais c'est le cas de l'ensemble des centres-villes. D'où la mise en œuvre d'un plan d'action des cœurs de ville pour les villes et de la mise en œuvre d'un plan petite ville de demain pour les communes. En fonction des niveaux de population. Ce n'est pas au niveau de la Martinique, mais c'est au niveau français. Et vous constatez d'ailleurs qu'un certain nombre de grandes enseignes qui ont fait partie des fleurons de l'activité économique dans le domaine de l'habillement sont en grande difficulté, voire ont été liquidées parce qu'elles sont confrontées à l'évolution de notre mode de consommation et notamment de l'utilisation d'Internet pour pouvoir commander des produits qui viennent pas que de Chine, mais qui viennent de partout. Et donc ça entraîne mécaniquement une évolution dans les fonctions premières des villes et des centres-villes. Et Fort-de-France n'échappe pas à cette logique-là. Mais quand je regarde ce qui se passe à Fort-de-France, quand je regarde les effets des efforts qui ont été produits et qui continuent d'être produits, je vois qu'on a une ville, que la ville ne s'en sort pas si mal que ça. Même si on voudrait que ça aille beaucoup plus vite et que qu'on atteigne le résultat final beaucoup plus tôt. D'accord. Vous allez vous présenter aux élections, là? Absolument. Vous êtes candidat? Je l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises. D'accord. J'ai même obtenu l'investiture du Parti progressiste martiniquais. D'accord. Vous aurez été maire pendant combien de temps quand vous allez vous présenter? Ça fait combien de temps que vous êtes maire? Ça fait 12 ans que je suis maire. 12 ans. On est maire pendant combien de temps? 6 ans? 6 ans. Donc vous aurez été maire pendant 18 ans si vous êtes élu? Oui. D'accord. Ok. Donc vous constatez la mutation de votre ville. Elle n'est pas en déclin, elle mute. Ok. J'imagine que vous avez un projet pour cette ville. Voilà, c'est ce que j'ai besoin de vous faire dire. Est-ce que vous avez un projet, un plan pour cette ville? Oui. Ou bien est-ce que vous dites, bon, ben voilà, il y a le e-commerce qui me gêne, il y a les grandes surfaces périphériques, tout ça, ça me gêne. Mais à part ça, est-ce que vous avez véritablement un projet, un plan, quelque chose qui va sauver le centre-ville? Vous êtes sur le centre-ville? Oui, je suis sur le centre-ville. Vous êtes sur le centre-ville? Oui, oui. Mais monsieur Laouché, quand même. Comment quoi? Quand même quoi? Excusez-moi, je suis Foyalais et tous les jours, je vais au centre-ville. Tous les jours, en sortant de mon bureau, avant d'entrer chez moi, je parcours le centre-ville. Vous êtes Foyalais, mais aussi vous êtes homme de médias. Oui. Donc vous devriez savoir, et vous savez très bien, que sur le centre-ville de Fort-de-France est mis en œuvre un programme qui s'appelle le plan d'action Cœur de Ville. Oui, mais c'est ça. Vous savez aussi que sur le centre-ville de Fort-de-France est mis en œuvre un programme porté par l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui s'appelle le nouveau programme de développement et de renouvellement urbain, le NPNRU, que ces deux programmes s'appuient sur un même projet. Un même projet de redynamisation du centre-ville qui porte sur quoi? Qui s'appuie sur quoi? Qui s'appuie sur la nécessité de réhabiliter un certain nombre de bâtiments et de logements, ce qui est en cours dans le centre-ville, qui s'appuie sur la nécessité d'un repeuplement et d'un peuplement spécifique dans le centre-ville, peuplement porté principalement par des logements étudiants, par des logements pour des jeunes actifs et par des logements pour des jeunes seniors actifs.
ce qui donne lieu à un certain nombre de programmes de construction ou de réhabilitation dans le centre-ville. D'où les travaux qui sont en cours autour de la fontaine Guédon, dans le cadre du NPNRU, d'où les travaux qui sont en cours sur le parking Savon, avec un projet de construction de 150 logements étudiants seniors, avec locaux d'activité au rez-de-chaussée. D'où les acquisitions démolitions qui se font autour de la... Et on est entré dans la phase active, puisque la ville a retrouvé la capacité d'action, donc sa capacité à mettre sa part, son apport personnel, pourrait-on dire, dans ces programmes-là. Donc d'où les travaux qui sont en cours sur l'îlot Cazotte, c'est-à-dire derrière l'Atrium, d'où les travaux sur le parking Savane. Qu'est-ce qu'on fait derrière l'Atrium? Ce qu'on fait derrière l'Atrium, c'est qu'on est en train de racheter et de démolir, ça a commencé, les bâtiments qui étaient propriété à l'époque du Conseil général, aujourd'hui de la CTM, de la ville de Fort-de-France aussi, bâtiments qui étaient en mauvaise posture, un bâtiment qui était dégradé. Objectif, c'est reconstruire à taille humaine du logement à destination d'une population, je le répète, étudiante, seniors, jeunes actifs. Et donc, ce projet de recréer des locaux d'activité économique, des logements à destination de ces étudiants, mais aussi la réhabilitation du domaine public, c'est-à-dire des voies, trottoirs et routes, avec discussion, piétonisation, non-piétonisation, semi-piétonisation avec les habitants dans des forums de concertation par rue et sur l'ensemble du territoire. C'est un projet qui est en cours, qui se développe. Et le premier des exemples, c'est ce qui s'est passé à la rue Garnier-Pagès. Vous vous promenez à Fort-de-France, me dites-vous, tous les jours, quand vous sortez, vous vous rappelez de la rue Garnier-Pagès telle qu'elle était, en septembre 2018 ? Oui. Elle a changé. Non, elle n'a pas changé. Elle a muté. Pourquoi je vous parle de septembre 2018 ? Parce qu'en septembre 2018, la ville de Fort-de-France présente son projet plan d'action cœur de ville sur le territoire du centre-ville au président de la République de l'époque, qui est venu signer le projet. Et en le ramenant à sa voiture par la rue piétonne, je lui montre la rue Garnier-Pagès, il est 18h, c'est sombre, c'est lugubre, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de lumière. Je lui dis voilà nous en impasse dans le centre-ville qui est totalement dévitalisé. Mon objectif, c'est qu'on en fasse un laboratoire, une expérimentation et qu'on démontre qu'on peut transformer, modifier et redonner vie à notre centre-ville. On a mis en place notre plan d'action cœur de ville avec les habitants, avec la population. On a fait des forums sur cette rue Garnier-Pagès et ce qu'on en fait. Et au final, en septembre 2018, il y avait 3 activités qui fonctionnaient à la rue Garnier-Pagès. Aujourd'hui, il y a 3 bâtiments qui n'ont pas fait l'objet d'un rachat réhabilitation ou d'une réhabilitation. Et aujourd'hui, vous voyez que ce qui s'y fait n'a rien à voir avec ce qui s'y faisait il y a 20 ans. Donc on est bien sur un projet global, mais maintenant on y va par secteur, par îlot, parce qu'il faut y aller en fonction de ses moyens financiers, de sa capacité à porter. Donc on est sur un projet global pour le centre-ville, mais quand on est sur ce projet global pour le centre-ville, on n'oublie pas les quartiers, parce qu'on a toujours tendance à dire ouais, le centre-ville ou les quartiers. Non, on fait le centre-ville, on fait les quartiers, on porte un projet de réhabilitation de la cité Bonaire, comme on l'appelait à l'époque, qui est passé à la phase opérationnelle. Les bâtiments ont été démolis, les routes sont en train d'être construites avec la construction de bassins de rétention, et on va pouvoir réaliser des programmes de construction de logements mixtes, toujours logements sociaux, logements en location libre, logements en accession à la propriété, retour de la population qui y était sur site, et réhabilitation complète du quartier avec une liaison entre la rue des Religieuses et l'avenue Maurice Bishop. Donc voilà, on est sur des projets qui concernent à la fois le centre-ville, mais aussi qui concernent nos quartiers. J'ai pris l'exemple de Bonaire, je peux prendre l'exemple d'autres quartiers de Fort-de-France. Mais oui, on porte un projet pour la ville de Fort-de-France, sinon ça n'a pas d'intérêt. Des logements alors? Des logements, de l'activité économique, oui.
Non, mais comme vous ne m'avez parlé que de logement... Ah alors, non, je vous ai dit... Non, il faut écouter, hein. Je vous ai dit, exemple, parking savon, construction de 150 logements, étudiants, résidents seniors, locaux d'activité au rez-de-chaussée. Vous n'allez pas mettre vos locaux d'activité à l'étage. Locaux d'activité au rez-de-chaussée. Vous réhabilitez à la fois le logement et les locaux d'activité pour que ces locaux d'activité répondent aux besoins des gens que vous logez. Du jour, de l'activité économique, les besoins de 2026. Les besoins de locaux d'activité en 2026 ne sont pas ceux qu'ils étaient il y a 40 ou 50 ans. Donc, quand vous réhabilitez ou quand vous construisez, vos locaux doivent répondre aux exigences et aux attentes d'aujourd'hui, et pas du jour au nuit, d'aujourd'hui, de l'époque. Et donc, ce programme et ce projet sur l'ensemble du centre-ville porte sur du logement, des locaux d'activité économique de toute nature, et donc sur la reprise de ce que moi j'appelle le domaine public, c'est-à-dire des voies, des trottoirs, etc. Dans le même temps, il vous faut travailler sur les l'éclairage public. Et comme vous vous promenez souvent, et comme vous travaillez tard et que vous quittez vos locaux après la tombée de la nuit, vous vous rendez bien compte que l'éclairage public a été repris dans le centre-ville. On a encore du travail à faire, notamment sur le boulevard Général de Gaulle, où on a des lignes entières de câbles d'alimentation à changer. Mais, mais pourquoi parce qu'ils ont vécu. Ah bon, parce qu'ils sont arrivés en fin de vie. Donc il faut les remplacer. Il faut remplacer les armoires, il faut remplacer du matériel qui a dépassé sa durée de vie. Donc il faut travailler sur ces problématiques-là, mais en même temps il faut travailler sur les problématiques de sécurité dans le centre-ville, ce qu'on a fait en renforçant nos équipes de médiation, ce qu'on fait en augmentant notre réseau de vidéoprotection, et qu'on va d'ailleurs étendre au-delà du centre-ville. On est en train de monter à 100 caméras, mais on a posé un dossier qui a été voté à l'unanimité au conseil municipal pour passer à 200 caméras, pour pouvoir justement, avec l'outil de vidéoprotection, de caméras nouvelle génération, pour pouvoir traiter des problématiques de sécurité, avec des caméras placées sur des hauteurs différentes. Aujourd'hui, on a des caméras qui sont très hautes. Il faut aussi qu'on ait des caméras plus basses qui permettent d'identifier correctement les personnes qui se livrent à des crimes et délits sur le territoire de la ville, mais en même temps des caméras qui nous permettent de mieux suivre, mieux voir et mieux réagir face aux incivilités croissantes de notre société, où les gens ont tendance à déposer matelas et toute espèce de choses dont ils veulent se débarrasser sur le domaine public, avec l'usage de l'intelligence artificielle nous permettant de traiter ce volume important de données qu'on s'apprête à recevoir, avec donc l'usage de l'intelligence artificielle, d'un hyperviseur qui nous permettent, comme M. Larouché a déposé son matelas à l'angle de la rue Lamartine et de la rue François Arago, que le système ait détecté cette action et que M. Larouché, arrivé au feu de la rue François Arago, soit interpellé sur ce qu'il vient de faire. Donc ça demande... et au mois de novembre, je me suis déplacé sur Paris et sur Nice, et j'ai entamé un travail important avec la ville de Nice sur ces questions-là, parce qu'ils sont très pointus dans ce domaine-là, et notamment dans le domaine de la vidéoprotection et de la police municipale. Donc on a entamé un travail important pour que justement, à la fois en matière de construction de locaux, de construction de résidences étudiants, vous avez vu qu'on a transformé, vous savez, vous ne pouvez pas ne pas savoir, qu'on a transformé l'ancien siège de la sécurité sociale en résidence étudiante, qu'on est en train de finir une résidence étudiante à la rue piétonne, la rue de la République, et que l'ancien siège du Crédit Mutuel à la rue Garnier-Pagès est en train d'être transformé, là encore, en résidence étudiante. Donc, à la fois, vous allez construire, vous allez aménager, vous serez sur des équipements, mais il faut aussi travailler sur la dimension humaine. Et nous avons aussi une problématique qu'il faut pouvoir traiter. Et c'est celle de l'errance dans le centre-ville, qui ne peut pas
reposer sur la seule action de l'assise qui fait déjà énormément. Alors, c'est une réalité. La France unie et indivisible dont vous parliez au début a du mal à répondre à cette problématique-là. Et a du mal à englober la problématique sur l'ensemble des champs qui concernent la personne en grande difficulté et en situation d'errance. Et donc, on a entamé aussi un travail, j'ai fait plusieurs tentatives depuis que je suis maire. J'ai fait plusieurs tentatives pour arriver à mettre tout le monde autour d'une table pour que chacun apporte son bout de la solution. Mais quelle solution vous trouvez ? Ben, la solution, c'est la prise en charge de la personne dans sa globalité, à la fois sur les problématiques d'habitat, sur les problématiques d'insertion sociale, avant de parler d'insertion économique, sur des problématiques d'addiction, sur des problématiques de soins. Oui, mais ça n'a pas l'air de tellement bien marcher. Ben non, puisque si chacun ne vient pas autour de la table, et si chacun n'apporte pas ces solutions, si vous n'avez que 4 lits de désintoxication sur le territoire de la Martinique, vous aurez du mal à faire face à la problématique de lutte contre les addictions. Vous comprenez ce que je veux dire ? Or, tout ça, ce sont des éléments qui dépendent de l'État, et pas du maire. Il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table. C'est un travail que nous avons entamé avec monsieur le préfet. Mettre tout le monde autour de la table et voir comment on arrive à apporter chacun un bout de solution et comment on arrive à construire. Et vous me connaissez, vous savez que je suis autonomiste, vous savez que je n'attends pas sur les gens pour régler mes problèmes. Ben, qu'on construise une solution proprement martiniquaise dans laquelle l'État prend ses responsabilités pour qu'on traite la problématique. Et qu'on ne se contente pas simplement de pousser chez le voisin, ce qui veut dire que le maire de Fort-de-France prendrait les dispositions pour pousser chez les voisins. Vous savez quels sont les voisins de Fort-de-France. Vous connaissez le pays. Vous savez quels sont les voisins de Fort-de-France. Donc je pousse chez le voisin, je tourne la tête, c'est pas mon... Ce sont des gens, hein. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants non, mais les SDF qui sont ont là. tendance à descendre à Fort-de-France. Même si on les pousse, ils reviennent. Oui, mais on les pousse. Mais c'est comme ça que ça se gère en France. C'est comme ça que ça se gère en France. On les pousse chez le voisin. On les envoie chez le voisin. Ça se gère comme ça aussi en Martinique. Je tairai. Mais vous avez des communes qui appellent l'assise pour demander de venir récupérer un errant. Oui. Alors que, normalement, on devrait construire une solution martiniquaise dans laquelle l'État porte sa responsabilité. Donc moi, je travaille à construire une solution foyalaise, pour le coup. Oui, mais en fait, plus vous la construirez, plus les SDF auront l'impression que c'est à Fort-de-France. Mais c'est pas grave. On peut les aider et pas ailleurs. Mais c'est pas grave si c'est à Fort-de-France qu'on trouve la solution au problème. Oui, mais pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Hein. Mais j'ai pas rempli mon rôle. Mais pour l'instant, ce qui est frappe, c'est qu'on ne l'a pas trouvé. Il faut continuer à chercher. Il faut continuer à mobiliser les énergies, les volontés, et il faut continuer aussi à mettre l'État face à ses responsabilités, parce que c'est aussi une responsabilité de l'État. Il ne faut pas se voiler la face. Quand vous avez un système de soins qui n'est pas en capacité de prendre en charge cette population, la responsabilité, elle est où? Donc c'est un travail collectif, pour que chacun apporte sa contribution, que chacun se mette au niveau pour pouvoir traiter le problème. Et si c'est porté par Fort-de-France, ça ne me dérange pas. Parce qu'au final, ce sont des Martiniquaises et des Martiniquais. Pas que d'ailleurs. Vous avez aussi des gens qui viennent. Le voisin, parfois, fait 7000 km pour... Ce sont des êtres humains. Est-ce que notre responsabilité aussi, ce n'est pas d'apporter une solution? Il y a certaines rues à Fort-de-France qui sont, dans certaines parties en tout cas, sont occupées par des jeunes ou des moins jeunes. On a l'impression qu'ils se sont installés là, quoi, que ça leur appartient. Et est-ce qu'il y a une solution à ça? Vous avez des solutions. Il n'y a pas de solution. Les gens qui vous disent qu'il y a une solution clé en main, cash, vous racontent des histoires. Occuper le domaine public, c'est pas interdit. Hein. C'est ce que vous y faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme pour l'errance, hein. On parlait de l'errance à l'instant. Il n'y a aucune loi qui vous interdise de vivre dans la rue. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de vivre dans la rue. Donc, vous vous rendez bien compte que vous vous retrouvez confronté à un certain nombre de limites. Donc, vous avez une occupation du domaine public dans certains espaces, tout simplement, qui peut poser problème. Donc,
la solution est à adapter en fonction de chaque situation, du pourquoi, de qui, donc de quelle réponse on apporte à ces personnes, de comment on accompagne ces personnes, de comment on identifie les activités illicites que pourraient mener ces personnes. Et donc, ce qui se passe à la rue X n'est pas ce qui se passe à la rue Y ou à la rue Z. Ce qui se passe dans tel quartier n'est pas ce qui se passe dans tel autre quartier, etc. Donc, vous devez, et c'est le travail qu'on fait, et c'est un travail qui est lourd, qui est complexe, qui nécessite des moyens que vous avez, qui sont en diminution aussi, y compris au niveau associatif. Et donc, c'est un travail que vous devez faire au cas par cas. C'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est un travail que nous avons commencé, que nous avons entamé. Nous avons mis en place un bataillon de la prévention avec des éducateurs de rue, avec des agents spécialisés dans le cadre de la politique de la ville, donc financé en partie par l'État, par la politique de la ville. Nous avons mis en place un bataillon de la prévention qui va au-devant de ces populations, qui fait de la médiation, sociale, qui accompagne ces publics pour pouvoir justement les accompagner dans une autre évolution que celle de rester et d'occuper la rue, comme vous dites. Et ce bataillon de la prévention qui a été mis en place par la ville de Fort-de-France est l'un des rares bataillons de la prévention de France qui est correctement fonctionné et qui ait produit ses effets. Comme vous fréquentez la ville, vous les rencontrez de temps en temps, ce sont ces jeunes femmes et hommes qui portent les t-shirts jaunes. Bataillon de la prévention, ville de Fort-de-France, préfecture de Martinique, et qui interviennent justement en médiation sociale au sens large du terme, dans les quartiers de la politique de la ville, centre-ville et les quartiers environnants. D'accord. Vous avez lu, évidemment, le livre de... Si, vous avez lu ça. Le livre d'Imagné Daniel Dalila. Vous l'avez lu ou pas? Non, je ne l'ai pas encore lu. Sérieux? Oui, oui. Oh. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Mais non, il parle que de vous. Non, mais c'est vrai, je veux dire, bon, voilà, vous connaissez en tout cas le sujet du livre. Elle a répertorié toutes les villes, toutes les rues de Fort-de-France qui portent le nom de gens qui étaient des racistes, qui étaient des esclavagistes, enfin, de ce qu'il y a de pire, quoi. Voilà, donc c'est ça. Et elle a vraiment fait un beau trait, par exemple, vous parlez de la fontaine Guédon, où elle montre qu'effectivement, M. Guédon a fait une fontaine, mais par ailleurs, c'était un gars qui pratiquement voulait rétablir l'esclavage, ou à peu près. Donc, en tout cas, qui avait une méthode de management très proche de l'esclavage. Bon, très proche de l'esclavage. Et donc, est-ce que vous avez le projet, quand vous aurez lu le livre, de dire on va essayer de changer le nom de certaines rues? Quoi vous riez? Non, parce que vous me dites, est-ce que vous avez le projet quand vous aurez le livre? Mais j'ai commencé avant qu'elle ait publié son livre. Ah. C'est pour ça que je souris, parce que faut vous tenir informé. D'accord. Il faut vous tenir informé. Moi, par exemple, la rue Gallieni. Oui. Vous savez où elle est, la rue Gallieni? Oui, je sais où elle est. Vous savez comment elle s'appelle? René Aquien. Eh bien voilà, elle s'appelle la rue René Aquien. Ouais. Effectivement. Donc c'est un travail qu'on a commencé. Donc de la concertation, de la co-construction, réunir les acteurs associatifs, réunir les habitants, réunir les acteurs... Rappelez qui était René Aquien. René Aquien était un professeur d'histoire et géographie qui a enseigné au collège Ernest Renan, qui a été démoli et qui était à la place de la cour d'appel d'aujourd'hui, et qui a beaucoup œuvré dans le domaine de l'éducation, de la culture, mais aussi de la relation de la Martinique avec l'Amérique du Sud. D'accord. Et qui habitait pas loin de la rue René Aquien et qui fréquentait beaucoup la rue René Aquien pour se rendre au collège. Il était bon professeur d'ailleurs. Ah bon? Entre parenthèses. Ouais. Il était bon professeur d'histoire et géographie quand j'étais au collège. Donc on a commencé ce travail d'appréciation parce que on a un certain nombre de rues qui posent problème, on a un certain nombre de rues qui interrogent. Donc, je parlais de la rue Gallieni, on en a fait quelques-unes comme ça. Il en reste encore à faire, mais il faut aussi qu'on ait l'appréhension. Et donc c'est un travail de concertation qu'on fait en concertation où les acteurs associatifs
en particulier, mais aussi population, qui participent à ces séances-là, analysent, on va dire, le côté sombre et le côté moins sombre, ou le côté pile et le côté face de la personne. Et parfois, il est proposé d'apposer une explication ou non qui est dans la rue. Donc c'est un travail qu'on a commencé depuis le début de cette mandature, avec une commission de dénomination des voix et une commission qui traite de ces questions-là, qui fait des propositions à la commission de dénomination des voix. Vous avez commencé il y a combien de temps? On a commencé au début de la mandature en 2020, non? En 2000 quoi? En 2020. Ouais. Oui. Ça fait 5 ans. Oui, alors? Mais rien, je vous dis rien. Je vous demandais, vous avez commencé quand? Vous avez dit 5 ans. Oui. En 5 ans, vous avez changé combien de noms de rue? Oh, beaucoup. Beaucoup. On a changé un certain nombre de noms de rue, oui. On a deux, comment je vais vous dire ça? On a deux champs. On a des rues qu'on est obligé de nommer. Parce qu'on a des rues qui n'avaient pas de nom, on a des rues qui ont des noms qui font des doublons, et on a des problématiques d'adresse, d'adressage. Et c'est devenu d'ailleurs une obligation pour la ville, que chaque citoyen ait un nom, une adresse avec un numéro et un nom de rue. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit comme aux États-Unis, oui. On a des numéros pour les rues? Pour les rues, non. Non. C'est pas possible en France. Je ne sais pas si c'est possible en France, c'est pas dans notre culture. C'est pas votre culture. C'est pas la vôtre non plus. Vous êtes martiniquais, je crois. Non, mais si vous... C'est pas notre culture. Non, nous sommes attachés à des noms de rues qui évoquent des choses. Oui. Et nous sommes attachés donc, vous allez dans les quartiers, vous avez des propositions qui sont faites que telle rue porte le nom de quelqu'un qui a œuvré, agi dans le quartier et qui est reconnu dans le quartier. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir des discussions qui n'en finissent pas sur le nom que vous devez donner à une rue. Oui, et à un moment donné, on tranche. Ok, mais est-ce que vous pouvez, en attendant de trouver le nom que vous allez finalement donner, imaginer qu'on ait un numéro... Mais non, parce que la discussion et la concertation, ça fait partie de la démocratie. Oui, mais si ça prend 10 ans. Mais ça prend 10 ans. Parce que... Pourquoi est-ce qu'il faut toujours imposer aux gens? Non. C'est-à-dire... Non. Il ne s'agit pas d'imposer. Je veux dire, imaginez... Vous ne voulez pas qu'on discute, vous ne voulez pas concerter, et vous ne voulez pas qu'on construise quelque chose ensemble. Parce que ça prend tout le temps, donc on y va, on met un numéro. Non, non, justement. Non, on se met d'accord ensemble, parce que c'est en se mettant d'accord ensemble... Ça ne vous paraît pas aux gens d'enlever les noms des gens qui sont insupportables? J'ai commencé. Oui, mais ça prend du temps. Enlever les noms des gens qui sont insupportables, comme vous dites, mais qui dit qu'ils sont insupportables? Mais l'histoire. Le livre démontre... Non, c'est pas moi. Je ne suis pas là-dedans. Mais si, c'est toujours la même chose. Qui dit qu'ils sont insupportables? Insupportable, ça signifie... C'est déjà subjectif. Okay. Donc, il faut objectiver. Est-ce que Gallieni était insupportable? Donc, il faut objectiver. Lorsque je dis que j'enlève Gallieni, vous avez des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Oui, mais objectivement, vous voyez qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont tort. C'est pas que vous pensez. C'était l'assassin. Comme ça. Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut appréhender. C'est pas juste je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai décidé. C'est que faisons-nous ensemble? Vous êtes professeur de quoi? Vous avez été professeur de quoi? Que construisons-nous ensemble? J'ai été professeur, je suis professeur de physique-chimie. Ah. Vous voyez? Je suis professeur de physique-chimie. mais la société et le fonctionnement de la société, c'est pas juste mettre les gens dans des cases et puis en nous aller. Parce que justement, quand vous faites ça, vous enlevez la dimension humaine. Et quand vous enlevez la dimension humaine, vous touchez à l'acceptabilité. Vous dites ça. Vous savez, on a eu des crises, on a eu des problèmes sociaux, et mon attitude en tant que maire n'a pas toujours été comprise par tout le monde. Ah, mais tu parles trop, il discute trop avec les gens. Mais c'est par la discussion, c'est par l'échange et donc la compréhension mutuelle qu'on finit par construire quelque chose de commun. Et donc, ça prendra le temps qu'il faudra, ça prend du temps, on y va et on discute et on y va. Et là encore, on commence par établir que, comment vous avez dit ça, que la personne est insupportable. On commence par établir, par objectiver que la personne est insupportable. Oui. Parce que celui qui est insupportable pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Non. Et c'est une réalité. Non, donc c'est un travail d'historien, c'est un travail de documentation, c'est un travail d'objectivation de cette
vérité qui est assénée. Et c'est un travail qu'on a commencé et qu'on mène comme on peut, tout simplement. Alors qu'il peut ne pas aller assez vite pour vous, mais qui a commencé, qui a le mérite d'avoir commencé et d'avoir déjà produit des effets. Et puis il y a des noms sur lesquels il y a débat, y compris pour le remplacement. Parce que vous avez débat sur qui j'enlève et puis par qui je remplace. C'est ce que je vous dis. Et on discute. Alors, qui j'enlève ne devrait pas poser de problème. Ça dépend. Il y a des moments où ça ne dépend pas. Je veux dire, certains. C'est pas pour moi. Certains. Il y a des gens, il faut lire le livre, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est comme si vous me disiez, bon, il y a des gens pour qui Hitler était bien, donc on va nommer nous Hitler, parce qu'il y a des gens pour qui c'était bien, pour qui c'était pas bien. Il y a un moment où il faut trancher. Non. C'est comme si vous me dites, vous avez une Hitler. C'est pas la même chose, hein. C'est pas à qui on va donner le nom, hein. Oui, quand vous prenez le cas d'Hitler, vous avez pris le cas d'Hitler. Oui. Hein? Oui. Vous avez 1, 2, 3, 10 Hitler. Oui. Pourquoi, quand, comment? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous objectivez. Et vous décidez d'enlever et vous remplacer par qui? Mais c'est ce que et voilà. Et vous discutez pour savoir par qui vous allez remplacer. C'est tout. Et oui, c'est un travail de concertation, de co-construction. Et pire, vous avez des historiens, des associations, des militants qui ne sont pas d'accord entre eux. Pour le remplacement. Ben oui. Mais pour le fait donc vous allez mettre un numéro, donc vous mettez un numéro à la place. La rue 3. En attendant qu'on la rue 3. Oui, il y a attendez, la 5e avenue à New York, c'est la 5e avenue. Je ne suis pas New-Yorkais. Mais peu importe, je veux dire, ça fonctionne quand même. Je ne suis pas New-Yorkais. Bon. Voilà, c'est ça. Vous voulez que ça marche, la 5e avenue à New York, ça marche. Il y a plein de choses à New York qui ne marchent pas, on ne va pas les importer non plus. Mais non, vous n'importez pas, ça ne marche pas. Vous voyez bien. Non, mais depuis que j'ai lu ce livre, je me dis que je me trouve mal d'aller dans certaines rues, de voir leur nom et tout ça. Et je me dis que c'est quelque chose d'urgent d'enlever ça. Alors là, c'est objectivement, vous êtes professeur de physique-chimie, mais il y a des professeurs d'histoire, et vous qui peuvent dire aux Martiniquais, eh bien voilà, ce type-là, c'était ça. Ils peuvent le dire, et puis c'est tout, les Martiniquais. Mais c'est le travail qu'on est en train de faire. Mais ça fait 5 ans que vous le faites. Et alors, mais monsieur Laouché, il faut sortir de votre logique téléphone portable, je demande aujourd'hui, et dans l'instant G. D'accord. On est sur l'évolution de la société, on est sur l'évolution d'une ville, donc on est sur du temps long. On n'est pas sur, j'appuie sur un bouton et bing, c'est fait tout de suite. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je sais que beaucoup de gens, ben non, il faut 9 mois pour faire un enfant. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut 9 mois pour faire un enfant. Enfin, la société a quand même évolué. Hein. On peut aller en France beaucoup plus vite que quand il y avait des bateaux. Ben oui, et pourtant... On peut téléphoner plus facilement. Et voilà. On peut envoyer des emails. Voilà. Le monde a changé. Et puis, quand vous construisez une cohésion sociale, quand vous construisez un sentiment d'appartenance, quand vous construisez un groupe, c'est pas sur un clic. Ça prend plus de temps, d'accord. Ben oui. Qu'est-ce que vous pensez du Airbnb? Du Airbnb. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça a des avantages, ça permet d'augmenter une offre de logements touristiques, donc de faire venir davantage de touristes, donc d'avoir davantage de personnes qui vont consommer et qui vont participer à l'activité économique liée au tourisme. Ça a des avantages parce que ça permet aussi à certaines personnes d'avoir des compléments de revenus, voire des revenus tout court liés à cette offre qu'ils font. Et puis ça a des inconvénients, et pas des moindres, puisque ce faisant, arriver à un certain volume et à un certain niveau, ça a comme conséquence de rendre excessivement cher l'accès au logement et d'exclure... L'accès au logement pour l'autochtone, pour la population, l'accès au logement longue durée. Et donc d'exclure une partie de la population de cet accès au logement et de rendre plus difficile pour cette population l'accès au logement. Donc ça, c'est une évolution de la société. Tout de suite, voilà une évolution de la société. J'appuie sur mon téléphone, bing, j'ai réservé mon Airbnb et boum, je débarque. C'est une évolution de la société qui apporte des avantages, mais qui aussi a des inconvénients. Donc il faut pouvoir réguler et adapter pour que justement les avantages soient
de vrais avantages et que les inconvénients soient réduits, voire annulés. Parce qu'on a vu dans certains pays étrangers, on a vu des populations de centre-ville, de certains quartiers, totalement exclus de leur lieu historique d'habitation parce que trop cher pour se loger, parce que le propriétaire met son logement en Airbnb parce que ça lui rapportera beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent qu'en faisant une location longue durée. Ou alors la location longue durée devient inaccessible. Et on a vu que dans certaines villes et dans certains pays, ça commence à poser de gros problèmes. Et donc, certains gouvernements prennent des décisions en ce sens. Aujourd'hui, quand vous parlez du Airbnb, la Martinique dispose de très peu d'outils permettant de réguler par la réglementation le développement du Airbnb. Est-ce que Fort-de-France pourrait être une ville balnéaire, une ville touristique, où les touristes viendraient habiter? Se loger? Oui. Pendant leur séjour? Oui. C'est déjà le cas. C'est peu le cas quand même. C'est déjà le cas. Ah. Donc, est-ce que Fort-de-France ne pourrait être que ça? Non. Non, mais non. Maintenant, est-ce qu'il est souhaitable qu'à Fort-de-France, on ait un équilibre entre hôtels, logements de courte durée pour des touristes ou pour des professionnels qui viennent une semaine travailler et donc qui trouvent une offre de logement dans le centre-ville, en dehors d'une offre hôtelière, dans le centre-ville pour donc, type Airbnb, location courte durée pour pouvoir être hébergés et remplir leur mission? Oui. Est-ce que Fort-de-France a vocation à être une ville balnéaire comme certaines villes étrangères qui, en saison touristique, sont surpeuplées et puis qui, ensuite, hors saison touristique, sont désertées? Non. Vous n'êtes pas pour ça? Non. D'accord. Parce qu'il y a des Foyalaises et des Foyalais. Et qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a combien de Foyalais et de Foyalais? 75 000. Vous avez perdu combien d'habitants ces 10 dernières années? Ces 10 dernières années, on a perdu 3 000 habitants. D'accord, c'est beaucoup? C'est trop. En tout cas, vous en perdez. C'est trop. Mais vous en perdez. Ben oui. Bon, alors il faut faire venir d'autres personnes. Oui, mais pour faire venir d'autres personnes... Ça peut être des touristes, je veux dire. Mais les touristes ne sont pas comptés comme des habitants. Oui, mais... Les touristes ne sont pas comptés comme habitants. Quand vous me demandez, la période de recensement commence jeudi, quand vous me demandez combien d'habitants il y a, les touristes ne sont pas comptés. Donc, faire venir des touristes, ça ne va pas augmenter la population. Non, oui, ça va augmenter la population. Non. Ce ne sera pas la même population, mais ce sont des gens qui vont consommer, qui sont là, etc. OK. Donc, si c'est ce que vous regardez, mais ce n'est pas 75 000. C'est combien? C'est plus de 100 000. D'accord. Parce que vous n'avez qu'à regarder les mouvements qui se font aux différents accès de Fort-de-France le matin et le soir. Vous vous rendez bien compte que vous avez une population importante qui vient dans la ville la journée et qui en repart le soir. Donc, il va dormir ailleurs. Donc, il n'est pas de la population foyalaise, mais qui fréquente et qui vit la ville tous les jours. D'accord. Et donc, qui utilise le service public foyalais tous les jours. Ces personnes-là ne sont pas comptées dans la population foyalaise. Elles sont comptées dans la population martiniquaise, des gens qui habitent. Donc, Fort-de-France, c'est 75 000 habitants. Maintenant, la journée, on est largement plus de 100 000. D'accord. Vous voulez conclure cette émission, s'il vous plaît? Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? C'est marrant. Oui, je suis marrant. Mais non, je n'ai pas dit ça. Mais concluez, puisque l'émission se termine. Ah, parce qu'on est venu vous porter un petit papier pour vous dire que ça fait trop longtemps qu'on parle et que l'émission non, est terminée. on est venu me dire qu'il ne reste plus que 5 minutes d'émission. D'accord. Donc je demande de conclure. Donc vous voulez que je conclue cette émission? Je conclue en disant que Fort-de-France a ses problématiques, des problématiques auxquelles elle fait face. La ville a été confrontée à des difficultés financières, on a fait face et on a retrouvé des marges de manœuvre. La ville a été confrontée, et est toujours confrontée d'ailleurs, à des problématiques de dégradation de l'habitat. Donc on a mis en place des programmes pour accompagner les propriétaires, pour aussi faciliter la
la transmission, la vente, l'achat de bâtiments pour les réhabiliter, pour recréer une offre de logement. On est confronté dans nos quartiers populaires, parce que pour Fort-de-France comptait plus de 100 000 habitants, aujourd'hui c'est 75 000 habitants, donc on a mécaniquement des maisons qui sont vides, qui sont abandonnées. Nous travaillons sur les voies et moyens pour intégrer ces maisons dans le patrimoine municipal et les remettre sur le marché et donc permettre aux gens de se loger dans des conditions plus acceptables et moins chères. On travaille aussi à amener le service public dans nos quartiers, puisque vous avez dû voir que nous avons un foyal mobile, un bus foyal mobile, on appelle ça comme ça, qui se déplace dans les quartiers, qui va dans les maisons pour tous et qui amène le service public de la collectivité dans les quartiers. Dans le même temps, on a construit un dispositif médical qui nous permet d'amener médecins, dentistes, infirmiers, etc. Donc d'amener le système de soins de santé dans nos quartiers pour les personnes les plus éloignées du système de santé et leur permettre d'avoir gratuitement accès à un médecin, accès à une infirmière, un dentiste, une association qui travaille sur les problématiques de santé publique d'une façon générale. Et donc vous avez à la fois à travailler sur le développement des infrastructures de la ville, y compris des infrastructures privées de votre maison personnelle, mais en même temps, vous avez à travailler sur l'humain dans la ville. Et donc, c'est ce qu'on fait au quotidien, en prenant en compte et en prenant en considération l'évolution de notre façon de vivre d'aujourd'hui, qui n'est pas celle qu'on avait il y a 30, 40, 50 ans, qui n'est même pas celle qu'on avait il y a 15 ans. Et donc tout ça, ça se fait progressivement, ça se fait en prenant en compte aussi, il y a 15 ans, on n'avait pas ces problématiques de sécurité sur lesquelles on a beaucoup travaillé. La ville aujourd'hui, Fort-de-France, aujourd'hui fait partie d'un ensemble de villes européennes qui travaillent sur les problématiques de sécurité et de violence liées au trafic de stupéfiants. C'est le Forum européen de sécurité. Nous avons intégré au mois de juin dernier, qui avait intégré son comité directeur, et donc on travaille avec des villes européennes, dont la ville de Nice, pour échanger des expériences, pour partager nos problématiques et pour construire des réponses à ces problématiques-là, et pour aussi mobiliser les moyens de l'Union européenne, parce que les moyens de l'État français sont insuffisants pour faire face. Je peux vous poser une question, mais il faut aller vite. On a 2 minutes. Les vieilles maisons qu'on voit là, à Fort-de-France, évidemment abandonnées, est-ce que vous pouvez les faire évaluer par quelqu'un, dire, bon, cette maison-là vaut tant, telle qu'elle est là, bon. Puis vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez, et lorsque les héritiers vous reprochent d'avoir pris cette maison, vous dites, ben voilà, elle coûtait tant, je vous paye. Alors, vous pouvez faire ça dans certaines conditions. Vous pouvez faire ça dans certaines conditions. C'est ce qu'on fait régulièrement. Vous avez un dispositif bien vacant sans maître. Quand il remplit certains critères, quand une maison, un bien remplit certains critères, vous pouvez faire ça. Vous pouvez récupérer, intégrer au patrimoine privé de la ville et garder la valeur de la maison pendant 30 ans pour les éventuels héritiers. Mais vous ne pouvez pas faire ça sur toutes les maisons. Si vous payez vos impôts sur la maison, vous ne pouvez pas faire ça. Ah bon? Ouais. Un des critères du bien vacant sans maître, c'est que les impôts ne sont pas payés. Donc là aussi, je travaille pour qu'on puisse plus facilement intégrer des maisons abandonnées pour pouvoir les réhabiliter, en faire et les remettre sur le marché. En France, les maisons abandonnées, les impôts sont souvent payés? Pas toutes. Pas toutes. Et donc on passe régulièrement en conseil municipal des intégrations. Et puis des fois, le simple fait de passer en intégration le bien vacant sans maître, les gens se réveillent. Les gens se réveillent et des fois, on est obligé de retirer le dossier, ça nous est arrivé récemment, ou de repasser un arrêté pour sortir le bien parce que les propriétaires se sont réveillés parce que la ville prenait. Mais la propriété privée, elle est particulièrement protégée en France. Ce qui est normal. Donc, c'est pas aussi simple de dire il y a des maisons abandonnées, le maire les prend, il les intègre au patrimoine municipal et on fait ce qu'il veut. Et on a lancé ce programme-là aussi sur le centre-ville où on rachète ces maisons abandonnées dans le cadre du plan d'action cœur de ville et dans le cadre de la rénovation urbaine. On rachète, on fait les travaux de réhabilitation les plus lourds pour ensuite céder
Il y en a une à la rue Bénac, il y en a 4 qui sont en train d'être rachetés à la rue Périnon pour les recéder à des porteurs de projets pour faire du logement, pour faire de l'activité économique, etc. Mais là encore, c'est un travail qui est long et lent, mais qui porte ses fruits. D'accord. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous avec Didier Laguerre, qui est maire de la ville de Fort-de-France, capitale de la Martinique, capitale de la nation Martinique. Ah, c'est pas croyable, il a réussi à dire capitale de la Martinique. Oui, non, mais vous voyez bien que c'était pour... Vous évoluez, hein? Capitale de la nation Martinique, selon sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Nous vous remercions de votre fidélité, nous vous remercions de votre attention. Monsieur le maire, merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci à vous de votre invitation. Merci beaucoup, à bientôt.